Activate the translation feature for a better understanding of the story. For effective learning, listen carefully to the story. Imitate the way the words are pronounced. Repeat the sentences several times. Nelson Mandela, jeune avocat, marche dans les rues de Johannesburg, observant les injustices qui marquent la vie des Noirs. Il ressent un appel intérieur à lutter contre le système de l'apartheid, sans savoir que ce chemin le mènera à un destin épique. Lors d'une conférence secrète, Mandela rencontre Walter Sisulu, qui l'encourage à rejoindre le Congrès national africain. Il hésite, conscient des risques, mais l'injustice qu'il perçoit chaque jour le pousse à s'engager. Un conflit intérieur l'habite. Nelson Mandela commence à organiser des manifestations pacifiques. Il rencontre des figures comme Oliver Tambo, qui devient son ami et soutien indéfectible. Ensemble, ils analysent les options, la violence ou la résistance pacifique. Leur débat intérieur est intense et marqué par des doutes. Une nuit, un drame survient. La police attaque une manifestation. Mandela est témoin de la violence, mais aussi de la détermination des protestataires. Un retour de flamme le touche profondément et il décide de s'engager davantage dans la résistance active. En 1962, Mandela est arrêté lors d'une mission à l'étranger. L'incertitude pèse sur ses proches. Pendant son arrestation, un ancien allié trahit sa position, provoquant une déception amère. Il se promet de ne jamais oublier la douleur de cette trahison. La sentence tombe, 27 ans de prison. À Robben Island, Mandela rencontre des prisonniers de toutes sortes, chacun portant son propre fardeau. Au début, il doute de pouvoir changer quoi que ce soit, mais les conversations avec ses compagnons de cellule éveillent une nouvelle force. Mandela se lie d'amitié avec un autre prisonnier, Ahmed Kathrada, un homme brillant et déterminé. Ensemble, ils forment une alliance solide, échangeant des idées sur la stratégie politique et la manière d'affronter l'isolement. Leur amitié devient un pilier pendant l'emprisonnement. Le temps passe lentement. Mandela souffre, mais une transformation se produit en lui. Il commence à comprendre que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi et la capacité à se sacrifier pour une cause plus grande que soi. Lors d'un moment de révolte parmi les prisonniers, Mandela intervient pour calmer les esprits. Son autorité naturelle émerge et il devient un leader incontesté. Pourtant, il lutte toujours avec le doute, se demandant si sa lutte a un sens dans cet endroit de souffrance. En 1976, une révolte éclate en Afrique du Sud, et Mandela apprend qu'une nouvelle génération de militants prend le relais. Cela le fait réfléchir à la manière dont il pourra influencer ce mouvement. Les jeunes militants, animés par une rage pure, sont un contraste avec sa vision de la non-violence. Mandela reçoit une lettre de Winnie, son épouse, qui lui parle de l'espoir qui existe au-delà des murs de la prison. Cette lettre, pleine de tendresse et de réconfort, ravive sa détermination à continuer le combat, mais aussi à envisager une réconciliation après la lutte. Un jour, Mandela reçoit la visite d'un haut fonctionnaire du gouvernement qui lui propose une libération conditionnelle, mais à condition qu'il renonce à son engagement politique. Mandela refuse, conscient que sa liberté ne serait qu'un simulacre sans la justice pour son peuple. Mandela, toujours en prison, rencontre un ancien compagnon de lutte qui a désormais pris une position plus radicale. Ce dernier le presse de rejoindre la lutte armée. Mandela, avec sagesse, lui rétorque que la guerre ne résoudra pas le problème de l'apartheid. En 1985, le gouvernement de l'apartheid propose de nouvelles négociations, mais Mandela reste sceptique. Il se demande si ces offres sont sincères ou un simple piège. Il commence à penser que la paix ne viendra que lorsque le système raciste sera démantelé. La pression internationale monte contre le régime sud-africain. Mandela reçoit des informations sur les manifestations mondiales en sa faveur. Cela lui rappelle la solidarité de la communauté internationale et lui donne une force nouvelle. La fin de son emprisonnement semble proche. Après des années de réflexion, Mandela accepte enfin de négocier avec le gouvernement. Le prix de la réconciliation semble élevé, mais il perçoit qu'il s'agit de la seule voie pour un avenir pacifique. Il accepte de rencontrer les représentants du pouvoir. La rencontre avec le président de l'apartheid, P.W. Botha, est glaciale. Mais Mandela reste calme et ferme dans ses convictions. Il exige que les droits des Noirs soient respectés et que l'égalité devienne une réalité. Les négociations sont tendues, mais il ne cède pas. Mandela, désormais vieillissant,
comprend que la liberté n'est pas seulement une question politique, mais spirituelle. Lors d'une réunion avec un ami proche, il confie qu'il ressent une lourde responsabilité envers son peuple et qu'il est prêt à tout sacrifier pour leur avenir. En 1990, enfin, après 27 ans d'emprisonnement, Mandela est libéré. La foule qui l'accueille est immense, mais il est submergé par un mélange de joie et de peur. Son voyage vers la réconciliation nationale commence. Le poids de la réconciliation avec son propre passé est encore plus lourd. À sa sortie de prison, Mandela lance un appel à la paix et à la compréhension. Cependant, il découvre que certains de ses anciens alliés souhaitent un règlement plus radical. Cela lui impose de prendre des décisions difficiles et de remettre en question sa propre vision de l'avenir. Mandela se rend compte que la réconciliation avec l'ANC et les autres factions est essentielle. Lors d'une réunion, il essaie de convaincre ses compagnons de lutte que la paix ne doit pas se faire au prix de nouvelles souffrances, mais que la négociation est la clé pour bâtir l'avenir. Dans les premiers jours suivant sa libération, Mandela rencontre des jeunes militants qui lui reprochent d'avoir pris trop de temps pour se battre pour la liberté. Son cœur se serre face à la colère et au désespoir de la jeunesse. Mais il sait que leur rage est légitime. Un dîner avec des leaders politiques sud-africains tourne au vinaigre lorsqu'un différend éclate entre Mandela et un ministre du gouvernement. Les tensions s'exacerbent, mais Mandela reste calme et diplomate, tentant de maintenir un équilibre fragile entre l'apartheid et la libération. Mandela se rend au quartier général de l'ANC et y retrouve des figures emblématiques de la lutte. Le poids des années de lutte et d'oppression semble encore les marquer. Mais la vision commune d'un futur égalitaire commence à prendre forme. Le chemin vers la démocratie est encore semé d'embûches. Lors d'une réunion avec Winnie, Mandela ressent la douleur de leur séparation forcée par les années d'emprisonnement. Leurs retrouvailles sont teintées de nostalgie, mais aussi de la dureté du monde politique qui les sépare. Cependant, une profonde compréhension entre eux demeure. En 1991, Mandela se rend en Europe pour rencontrer des dirigeants mondiaux. Là, il est accueilli en héros, mais la situation à l'intérieur de son pays reste tendue. Lors de cette tournée, il cherche des alliés pour aider à briser les dernières chaînes de l'apartheid, mais le processus est plus compliqué qu'il ne l'imaginait. Mandela s'inquiète pour l'avenir de l'Afrique du Sud. Le spectre de la guerre civile est encore réel, et les tensions entre les communautés sont palpables. Il se bat avec la question « Comment unifier un pays profondément fracturé sans engendrer davantage de violence ?» Lors d'un dîner à Pretoria, Mandela rencontre des membres de l'armée sud-africaine, des anciens adversaires du régime. L'un d'eux, ancien soldat de l'armée du régime, lui propose une alliance pour éviter une guerre civile. Mandela, avec prudence, l'accepte malgré ses doutes. Un attentat visant des leaders du gouvernement ANC secoue le pays. Mandela, bien que choqué, fait appel à la sagesse de ses années de prison et appelle à la paix dans une déclaration publique. La tension atteint son apogée, mais sa voix de calme et de raison porte. En 1992, lors des premières négociations démocratiques, Mandela réalise que de nombreux Afrikaners ont peur du changement. Il trouve un moyen de rassurer cette communauté, en leur assurant que la réconciliation ne signifiera pas vengeance, mais une coexistence pacifique. Le processus de négociation se heurte à un obstacle majeur, la question de la redistribution des terres. Mandela, en désaccord avec certains de ses alliés, cherche un compromis difficile. Sa vision est claire, mais il sait que chaque concession fait naître des inquiétudes. Mandela fait face à la plus grande épreuve de sa vie lorsqu'il perd un proche dans un accident tragique. La douleur est immense, mais il doit continuer à avancer, représentant un symbole d'espoir pour son peuple. Il puise dans cette perte la force de ne pas faiblir. En 1993, un autre affrontement éclate entre les partisans de l'ANC et ceux du Inkatha Freedom Party. Mandela, indigné, organise une rencontre avec le leader du IFP, Mangosuthu Buthelezi, pour désamorcer la violence. Ce moment devient un tournant décisif pour l'unité nationale. Le jour des élections approche. Mandela se trouve partagé entre l'excitation de la victoire et l'angoisse des défis à venir. Il sait que l'Afrique du Sud ne sera jamais vraiment unifiée tant que les cicatrices du passé ne seront pas totalement guéries. La nuit avant les élections, Mandela rêve de son enfance à cou nu. Dans ce rêve, il se voit marcher dans les collines, entouré par sa famille et ses ancêtres.
Ce rêve devient pour lui une métaphore de la nation. Unité malgré les blessures. Le 27 avril 1994, les élections ont lieu. Mandela, bien que témoin de la joie collective de son peuple, reste concentré sur le défi qu'il représente. L'émotion est palpable, mais son regard reste tourné vers l'avenir, déterminé à bâtir un pays équitable et juste. Lors de sa victoire, Mandela est accueilli comme un messie, mais il sait que le vrai travail commence maintenant. Il appelle à l'unité nationale et à l'effacement des rancœurs. Le moment est historique, mais il n'est qu'un début pour des décennies de réconciliation. Nelson Mandela prend ses fonctions de président. Son premier discours est un appel à la paix et à l'espoir. Il parle de l'importance de guérir les divisions du passé, de protéger les droits de chacun et de bâtir une nation fondée sur l'égalité. Un membre de l'ancien gouvernement, un vétéran de l'armée de l'apartheid, exprime publiquement son désaveu de la transition. Mandela répond par une invitation à discuter, à comprendre. Sa capacité à tendre la main même à ses ennemis est un pilier de son leadership. Les premières années de présidence de Mandela sont marquées par des avancées sociales, mais aussi des résistances. Il fait face à des critiques, mais sa popularité reste intacte parmi ceux qui croient en ses idéaux de réconciliation et de justice. Il ne fléchit pas. Mandela, vieillissant, se rend compte que la réconciliation ne se fait pas en un jour. Il continue à rencontrer des membres de toutes les communautés sud-africaines, écoutant leurs souffrances et leurs rêves. À chaque conversation, il se rapproche un peu plus de la paix véritable. Un rebondissement inattendu survient lorsque des scandales éclatent autour de membres de son propre gouvernement. Des accusations de corruption surgissent, ce qui perturbe son administration. Mandela, fidèle à ses principes, mène une lutte sans relâche contre la corruption en interne. Alors que son mandat se termine, Mandela se retire volontairement du pouvoir. Il choisit de transmettre le flambeau à la nouvelle génération, convaincu que l'Afrique du Sud doit évoluer sous la direction de jeunes leaders. Son geste est perçu comme un modèle d'humilité et de sagesse. Lors de son dernier discours, en tant que président, Mandela appelle ses compatriotes à poursuivre la quête de justice et de dignité. Il leur rappelle que la liberté n'est pas un cadeau, mais un combat constant. Son départ marque la fin d'une ère, mais l'engagement continue. Après la présidence, Mandela se retire dans sa demeure de Kounou. Cependant, il continue à mener des initiatives humanitaires à travers le monde. Il rencontre des leaders internationaux transmettant son message de paix et de réconciliation dans des forums mondiaux. Mandela se retrouve à la tête de la fondation Nelson Mandela, consacrée à la lutte pour l'éducation et les droits humains. Il consacre ses dernières années à faire entendre la voix des oubliés, notamment les enfants et les personnes âgées. En 2013, Mandela tombe gravement malade. À l'hôpital, il reçoit des visiteurs du monde entier, tous venus lui rendre hommage pour son héritage. Il se souvient de ses années de lutte, de ses pertes et de ses victoires, et ressent une paix profonde dans son cœur. Le monde entier pleure à la mort de Nelson Mandela. Mais son héritage perdure à travers les générations qui continuent de se battre pour la liberté et l'égalité. Son exemple de réconciliation et de courage inspire encore aujourd'hui des millions de personnes. La disparition de Mandela marque un tournant pour l'Afrique du Sud. Une nation bouleversée par sa perte se trouve face à un défi. Comment honorer son héritage sans sombrer dans le chaos? De jeunes leaders émergent, mais ils portent une lourde responsabilité. Le jour des funérailles de Mandela, des milliers de Sud-Africains, noirs et blancs, se rassemblent pour lui rendre hommage. C'est un moment d'unité improbable, une scène poignante où la nation rend hommage à l'homme qui a réussi à transcender les blessures du passé. Parmi les obsèques, une conversation entre un ancien opposant politique et un militant de l'ANC se transforme en une réflexion profonde. « C'est nous tous qui avons fait de Mandela ce qu'il était », dit l'un d'eux. « Son héritage est entre nos mains maintenant. » Quelques mois après sa mort, l'Afrique du Sud commence à ressentir les effets de la réconciliation. Bien que la douleur des années d'apartheid soit loin d'être effacée, les jeunes générations commencent à bâtir une société nouvelle, unissant leurs forces pour un avenir meilleur. Dans les écoles, le nom de Mandela est enseigné comme un modèle de courage et de leadership. Les enfants apprennent non seulement son rôle dans la lutte contre l'apartheid, mais aussi les valeurs de paix, de respect et d'unité qui ont défini sa vie. L'un des enfants,
un jeune étudiant noir, écrit une dissertation sur Mandela, décrivant comment ses actions ont inspiré son propre rêve de devenir un avocat des droits humains. Ce récit devient un symbole de la manière dont le rêve de Mandela vit à travers les générations. Un documentaire mondial sur Mandela est diffusé, relatant non seulement ses années de combat, mais aussi les moments de vulnérabilité qu'il a vécus. Ces imperfections humaines, mises en lumière, touchent profondément ceux qui n'ont vu que l'icône. Un groupe de jeunes leaders africains se réunit à Johannesburg pour discuter de l'avenir du continent. Leurs débats sont nourris par l'esprit de Mandela. Comment éradiquer la corruption et favoriser une égalité réelle pour tous? Son exemple demeure une source constante d'inspiration. Au sein de l'ANC, des discussions prennent place sur la manière de rester fidèle à l'héritage de Mandela tout en faisant face aux défis modernes. Certains se demandent si la politique actuelle suit toujours les idéaux du Madiba ou si elle a perdu sa voix. Le gouvernement sud-africain prend des mesures pour ériger un monument à Mandela en plein cœur de Johannesburg, un lieu où les générations futures pourront se souvenir de son combat pour la liberté et la justice. En 2018, un autre leader mondial, inspiré par Mandela, remporte les élections dans son pays. Ce leader lui rend hommage publiquement, expliquant que c'est l'exemple de Mandela qui l'a poussé à s'engager dans la politique, pour la justice et l'égalité. Le discours d'investiture de ce leader évoque les liens indéfectibles entre son propre parcours et celui de Mandela. Il cite Madiba, affirmant que la liberté ne peut être donnée, elle doit être prise, reprenant les mots qui ont guidé le combat de toute une vie. Quelques années après la mort de Mandela, les médias du monde entier consacrent des séries spéciales à son héritage. Un journaliste, en retraçant sa vie, fait le lien entre son parcours personnel et les luttes modernes pour l'égalité dans le monde entier. Une exposition au Musée de l'histoire de l'Afrique du Sud se concentre sur Mandela et son impact global. Les jeunes visiteurs, venus de différents coins du monde, sont émerveillés par ses sacrifices et son humanité. Ils en sortent inspirés à mener leur propre lutte pour la justice. Au cours d'une conférence internationale sur les droits de l'homme, des représentants de plusieurs pays citent Mandela comme un modèle de leadership éthique. Sa vision de la réconciliation devient une référence incontournable dans les discussions sur la paix dans le monde. Un écrivain sud-africain, inspiré par la philosophie de Mandela, écrit un livre sur le pouvoir de la réconciliation et du pardon. Le livre devient un best-seller mondial, réaffirmant l'idée que la paix peut être construite même sur des ruines. Dans une rencontre impromptue entre membres de la famille de Mandela et les anciens adversaires du régime de l'apartheid, un vieux ministre avoue qu'il n'aurait jamais imaginé que Mandela accorderait son pardon. Ce geste devient une leçon de paix pour les générations futures. Le fils de Mandela, en grandissant, reprend les flambeaux de son père. À chaque étape de sa carrière, il fait face à la pression de vivre à la hauteur de l'héritage laissé par Madiba. Cependant, il s'engage dans son propre parcours de lutte pour les droits des enfants. Alors que les décennies passent, l'Afrique du Sud devient un modèle de démocratie en Afrique. Les autres pays du continent s'inspirent du processus de réconciliation qui a eu lieu, et les principes de Mandela servent de boussole morale pour des leaders émergents. Une nouvelle génération de Sud-Africains n'ayant pas connu l'apartheid commence à s'interroger sur l'importance de l'héritage de Mandela. Un groupe de jeunes activistes organise des conférences pour discuter de ce que l'héritage de Mandela signifie pour eux aujourd'hui. Le 100e anniversaire de Mandela est célébré dans le monde entier. Des leaders mondiaux, des artistes, des militants et des citoyens se réunissent pour célébrer son héritage et réfléchir à la manière dont ses enseignements peuvent être appliqués dans le contexte global actuel. Des chercheurs en sciences sociales analysent l'impact du leadership de Mandela sur les politiques de réconciliation. Ils en viennent à la conclusion que la force de Mandela résidait dans sa capacité à pardonner sans jamais oublier, en réaffirmant sans cesse les principes de justice. En 2025, un autre personnage mondial se réunit avec des dirigeants sud-africains pour discuter de la nouvelle ère qui se dessine. Cet individu cite fréquemment les paroles de Mandela et admet que son héritage est la boussole qui guide la politique mondiale pour une paix durable. La Fondation Mandela continue à œuvrer à travers des projets de santé, d'éducation et de droits de l'homme. Des millions de personnes bénéficient des initiatives lancées par son organisation, prouvant que son esprit vit au-delà de sa mort.
Un enfant, né après la mort de Mandela, lit son autobiographie et décide de devenir avocat des droits humains. Ce parcours s'inspire directement des enseignements de Madiba, prouvant que son impact ne cesse de grandir avec les générations futures. Un documentaire de long métrage retrace la dernière décennie de la vie de Mandela, révélant des aspects inédits de son caractère. L'analyse approfondie de ses décisions montre comment il a réussi à équilibrer idéalisme et pragmatisme dans la construction d'une nation unifiée. Le dernier grand hommage à Mandela survient à l'occasion de son anniversaire. Des gens de tous horizons viennent à CUNU, non seulement pour rendre hommage à un homme exceptionnel, mais pour réfléchir à la manière dont ils peuvent incarner ces principes dans leur vie quotidienne. Des écoles de toute l'Afrique du Sud organisent des compétitions d'écriture et d'art autour de l'héritage de Mandela. Les jeunes s'approprient l'histoire de Madiba et créent des œuvres reflétant ses idéaux de justice, de paix et de réconciliation. La paix fragile instaurée par Mandela est testée à plusieurs reprises, mais à chaque crise, l'enseignement de Mandela guide les dirigeants du pays. L'unité reste un objectif commun et le peuple sud-africain continue à lutter pour la justice sociale et économique. Le monde célèbre non seulement un homme, mais une philosophie vivante. Le nom de Mandela est désormais synonyme d'espoir, de résilience et de réconciliation dans des endroits aussi divers que le Moyen-Orient, l'Asie et les Amériques. À travers le monde, les jeunes militent pour une justice mondiale inspirée par les principes de Mandela. Ils organisent des manifestations, des événements culturels et des discussions pour encourager la solidarité internationale et renforcer l'idée d'un monde uni. Le dernier message laissé par Mandela aux générations futures est simple et puissant. Ne jamais cesser de lutter pour la justice, même dans les moments les plus sombres. La liberté et l'égalité sont des droits, pas des privilèges. L'amour et la paix sont les forces les plus puissantes du monde.